BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, quel plaisir de vous retrouver sincèrement. C'est vrai que chaque week-end j'ai hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous dédié à la tech que vous pouvez retrouver sur la plateforme Tech Co bien évidemment, sur la chaîne YouTube, en version audio, version vidéo sur l'appli RMC BFM Play, le week-end diffusé aussi sur BFM Business à la radio, à la télé. De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech donc, avec évidemment deuxième partie tout à l'heure, Christophe Joly qui nous rejoindra. Et vous allez voir, ça va être assez savoureux. On fera un point sur tous les fails de la tech. Les Google Glass, l'Apple Newton, le portal de Facebook. Vous vous souvenez de cette petite télé que Facebook a sortie il n'y a pas si longtemps que ça? On se demandait à quoi ça servait, puis même eux se sont dit un jour, comme ça sert à rien, on va arrêter de le fabriquer. Eh bien, on va revenir un petit peu sur ces fails de la tech. Il y en a quelques-uns bien savoureux, ce sera avec Christophe Joly. Le hashtag DQJMM, bien sûr, pour nous suivre et réagir sur Twitter. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et n'oubliez pas le module bonus tout à l'heure. À la fin de quoi je me mêle, avant d'éteindre les lumières, de fermer les robinets, de couper tous les boutons, eh bien on vous fera quelques minutes supplémentaires simplement pour vous qui nous écoutez, qui êtes en podcast audio, quelques minutes supplémentaires. Et ce sera avec JB et Anthony qui sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Salut Anthony. Salut François. Anthony Morel, Good Morning Business, évidemment, le matin, puisque c'est le morning, et puis entre midi et c'était le midi parce que c'est le midi. Et ben voilà. Tout est dans le nom en fait. C'est bien parce que comme ça c'est bien calibré pratique dans le temps, ouais. On sait à quelle heure c'est, tu vois. Et nous avons JB de The E-Collection avec nous. Salut JB. Bonjour. Ravi de te retrouver JB. Pareil, très content d'être là. Ouais, c'est cool parce que JB est allé au Texas. Il a de la chance. Il a de la chance. Découvrir le Cybertruck. Tu as été l'une des rares personnalités françaises à y aller, je crois. Le seul. Le seul. Tout simplement. Voilà. Parce qu'il connaît Elon Musk personnellement. Voilà, tu connais Elon Musk personnellement, en effet. Vous discutez sur Grok ensemble, c'est quelque chose quand même d'assez savoureux. Précision donc, on va évoquer dans un instant le Cybertruck et on en reparlera, ce sera notre module bonus. JB nous racontera un petit peu le off de son voyage, toujours super intéressant. Tu nous raconteras un peu comment se prépare un tel événement et puis comment on le vit de l'intérieur, quoi. Ça va être cool. Plein de trucs à dire. Anthony, pour débuter, on est toujours avec Elon Musk. Oui. Optimus, c'est un projet incroyable d'un robot humanoïde qu'on avait déjà vu. C'est pas nouveau, ça fait quelques mois que des images traînent, mais on s'en souvient, il y a quelques mois, c'était un peu ridicule. Ouais. On rigolait quand on voyait ce robot dont on avait l'impression qu'il avait bu un peu trop de rhum et qui marchait un peu n'importe comment. Là, il y a eu une vidéo qui a été mise à jour et on a l'impression que ça rigole pas du côté de chez Elon Musk. On rigole beaucoup moins. Ouais. On avait même beaucoup rigolé parce que la première version, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un gars dans un costume en latex. Oh mon Dieu. Tu te souviens ça? C'était la première, c'était Optimus version 0. Comme ça, là, ouais. Alors là, on avait très peur. C'était ridicule. C'était ridicule. Tu te souviens de cette vidéo, JB? C'était tout le monde s'était moqué de lui à juste titre, mais enfin, comme à chaque fois avec Elon Musk, derrière, ça délivre très très vite. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils bossent et ils font pas semblant. Et là, effectivement, la première version, c'était une sorte de boîte de conserve. La deuxième version qu'on avait vue lors d'une réunion d'actionnaires il y a quelques mois était déjà un petit peu mieux. Et la dernière, donc, qui s'appelle Optimus Gen 2, elle est franchement assez bluffante. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir... Alors, comment le décrire? Je ne saurais même pas trop comment dire. On dirait un peu les Stormtroopers dans Star Wars. C'est un petit côté avec un casque à la Daft Punk. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Mais en tout cas, on a un vrai robot, quoi, avec une apparence beaucoup plus, beaucoup plus naturelle, humaine. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus humaine, effectivement, tout simplement humaine, tu as raison. D'ailleurs, il a perdu 10 kilos par rapport à la version précédente. Il est beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Alors, on est encore quand même un peu sur du papier arthritique. Hein. Quand il marche, c'est pas encore Boston Dynamics avec le robot qui fait des saltos et des parcours de ninja. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Ouais, on dirait qu'il marche pour pas faire de bruit, tu sais. Oui, c'est ça. Il fait attention. Attention, j'arrive les gars. Il fait des squats quand même, pas mal. Il fait des squats, ça c'est pas mal. Et alors là où c'est très spectaculaire, on va sûrement le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est quand on le voit utiliser ses doigts. Alors effectivement, il a des doigts souples, c'est très compliqué à programmer en termes de robotique. Et on le voit par exemple se saisir d'un œuf. Ça c'est incroyable. C'est derrière toi. C'est complètement fou parce qu'un œuf, tu vois, notre préhension à nous humaines, forcément, notre cerveau est fait de telle manière, parce qu'il y a des milliards d'années d'évolution, que forcément
forcément, on arrive à prendre un œuf et on n'y réfléchit même pas, mais pour un robot, le prendre avec la force précise pour ne pas le casser et pour pouvoir s'en saisir, c'est extrêmement compliqué. Et là, on voit ce robot faire ça avec un grand naturel. Donc c'est extrêmement prometteur, ce que nous montre là Elon Musk, sachant que c'est pas juste du gadget, il fait pas ça juste pour s'amuser. Il y a un énorme projet industriel derrière, c'est-à-dire que ce robot, il pourrait servir dans les entreprises, évidemment. On peut imaginer des armées de robots dans les entrepôts pour réaliser toutes les tâches les plus fastidieuses et les plus pénibles des êtres humains, mais on pourrait aussi s'en servir comme d'un majordome chez nous. C'est ce qu'imagine Musk. On pourrait même lui donner l'ordre d'aller faire les courses à notre place. C'est ce qu'il imagine. Non, mais tu vois, il y a vraiment ce projet. Et quand je dis ça, c'est Elon Musk dit très sérieusement, demain, ça vaudra plus que Tesla. C'est-à-dire que notre business, le business, que c'est Tesla qui fait ça, hein, le Tesla, ce sera des voitures, mais ce sera avant tout des robots. Il a donné ce chiffre qui me paraît dément. Il dit que le potentiel, ce serait d'en vendre entre 10 et 20 milliards. Wow. C'est-à-dire qu'il y aurait à peu près 3 robots par personne, par humain sur Terre, parce que tu en aurais aussi dans les usines. T'imagines le truc? Ouais, c'est incroyable. Donc c'est un projet absolument pharaonique, on va le dire comme ça, hein, dont on voit les prémices pour l'instant. Enfin, ça avance très très vite. On a hâte de voir les prochaines étapes, mais pour l'instant, je dois dire que c'est quand même très 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 spectaculaire. On s'est moqué au début. Là, l'heure est plus au moquerie. Ouais, et puis on a l'impression vraiment d'être dans un film de science-fiction, comme nous le dit JD qui réalise cette émission. On a l'impression d'être dans iRobot, quoi. C'est exactement ça. C'est impressionnant. Alors après, il faut voir. Après, bien évidemment, tu vas me donner ton avis, mais il faut voir si ces images sont scriptées, si ce robot arrive à interagir. Est-ce que c'est simplement une programmation qui fait qu'il avance et qu'il arrive à prendre un œuf, ou est-ce qu'il y a une espèce de pas de prise de conscience, mais en tous les cas, est-ce que c'est des caméras qui voient l'œuf, tu vois, et qui vont le repérer, etc. Ou est-ce que tout a été scripté comme le faisait Boyston à l'époque? On avait un peu critiqué pour ça d'ailleurs. Voilà, on n'a pas toutes les infos, mais c'est vrai que c'est impressionnant. JB, t'en penses quoi? Vous savez, moi j'ai pu visiter les usines de Tesla au Texas où ils créent le Cybertruck. Je vous dirai tout à l'heure si justement s'il y a des robots qui créent un peu comme ça dans les off. Et tu les as vus les robots ou pas? Tu les as vus pour de vrai? Il y en avait, ouais. Alors, qui marchaient pas, mais qui étaient fixes, statiques, mais il y en avait, ouais. Un peu en expo, c'est ça? En expo, ouais, parce qu'ils aiment bien avoir une sorte un peu de musée avec plein de choses. Oui, un showroom. Il y a des robots, mais il n'y avait pas le nouveau, il n'y avait pas celui-ci. Il y avait la précédente version de mars ou mai 2023, je crois, mais qui est d'abord très imposante. Et même quand tu vois ça, tu dis, ok, si demain on a ça dans la rue ou chez soi, la vie va changer, en fait, tout simplement. C'est clair. Parce que ça va enlever des tâches ingrates que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors après, à chaque fois que j'ai régulièrement fait des chroniques sur ces robots majordomes, parce que c'est un peu le fantasme, tu sais, donc tu as Tesla qui bosse dessus, mais c'est pas du tout les seuls. Hein. Samsung en présente régulièrement sur les grands salons type CES, Dyson travaille dessus aussi. Et à chaque fois, on me dit, enfin les auditeurs ou les téléspectateurs me disent, ouais, mais on va créer une société de feignants, en gros, on va plus rien faire, c'est les robots qui s'occupent de tout et tout. Et bah oui, mais en fait, oui, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que si ça peut te donner du temps pour faire autre chose, des choses beaucoup plus intéressantes, moi, si tu veux, si le robot peut vider le lave-vaisselle et aller faire les courses à ma place, je suis très content, il n'y a aucun souci, tu vois. On revient toujours à ce point, c'est qu'aujourd'hui, on se dit que ChatGPT va supprimer des métiers, qu'à l'époque, la calculatrice a supprimé des métiers. Enfin, c'est toujours pareil. Et ça va en fait supprimer des métiers qui sont ingrats et qui sont pas intéressants et qui sont juste là pour porter quelque chose et le mettre à une place. Des métiers ou des tâches que l'on fait au quotidien. Parce que voilà, on n'a pas tous les moyens de se payer un majordome. Et c'est quand même un truc de dingue. Le fait de savoir que tu as quelqu'un, enfin un robot qui pourrait faire passer la spie, vider le lave-vaisselle, étendre le linge. Un petit verre de vin quand tu es en train de regarder la télé. Mais en fait, c'est un robot ménager qui pourrait bien se substituer à toutes les tâches qu'on fait le week-end et qui prennent du temps. Imagine, il va faire les courses. Exactement. Non, mais c'est un truc de dingue. Un truc de fou. Alors après, ça aura aussi un prix. Hein. Alors, un prix, non, mais bien sûr. Au début, ça va coûter cher. Mais peut-être que dans 20-30 ans, on achètera ça, on ira, je sais pas moi, dans une grande surface, on se dira, bah tiens, je vais prendre le Tesla 26. Ah bah tiens, il fait un truc en plus, il vous raconte des blagues. Ah bah c'est cool, bah allez, je le prends. Ouais, mais alors le truc, c'est hyper intéressant parce qu'il y a la question du prix. Musk a déjà donné une idée, il a dit ce serait autour de $20 000, alors ce qui est une somme dans l'absolu, mais enfin, s'il peut faire vraiment tout ce qui est promis, ça peut être un investissement. C'est le prix d'une c'est le prix d'une petite voiture. Voiture, voilà. Enfin bon, en tout cas, faut voir. Mais la valeur que ça peut t'apporter, ça peut être intéressant. En tout cas pour certaines personnes. T'as aussi le côté pour des personnes handicapées, pour des personnes âgées. T'as le côté aussi accompagnement, réaliser des tâches que tu peux plus faire. Donc et peut-être que tu le loueras pour 200 € par mois. Exactement. Enfin, tu vois, comme un leasing pour une voiture. C'est ça. Et alors, t'as la réflexion derrière aussi qui est très intéressante sur le travail. Alors effectivement, ces robots qui vont faire ces tâches à notre place, pour Musk, en fait, ça doit aussi entraîner une réflexion sur tout ce qui est revenu universel, c'est-à-dire en gros
on va se retrouver dans une société pas sans travail, mais où il y aura beaucoup moins de travail, où donc les humains auront du temps pour faire plein d'autres choses. Mais tout ça, il faudra le financer d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'il faudra du revenu universel? Il y a une réflexion philosophique aussi à mener autour de ça. Un partage des richesses qui va être différent. Exactement. Donc, c'est hyper intéressant. Tiens, on revoit le bonhomme en latex derrière. Ouais. Extraordinaire. Mais c'est vrai que ces images prennent une autre signification. Ouais, après en fait, la vidéo démo qu'on a vue là. Mais c'est là que tu vois quand même la puissance d'Elon Musk, parce que je pense que quand il montre son bonhomme en latex, tout le monde rigole un peu bêtement, mais lui il sait en fait. Lui il sait que là, rigolez les gars, je troll avec mon gars en latex, mais dans 1 an, dans 2 ans, vous allez voir. Et c'est la réalité. Imagine, on rajoute là-dessus un chat GPT, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une vraie intelligence artificielle générative, tu lui rajoutes la synthèse vocale et des oreilles, et tu te retrouves avec avec un robot type Westworld, quoi, dans la ça. série Westworld. Pour peut-être faire la transition du siècle, Tesla, quand il y a Elon Musk, ils avaient présenté leur Cybertruck, tout le monde avait rigolé en disant cette voiture ne sortira jamais de telle façon. Finalement, elle est vraiment sortie de telle façon. Donc pour ces robots, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, tout le monde rigole en disant que c'est la science-fiction, ça sortira jamais, mais si ça se trouve, ça sera vraiment le cas d'ici 10 ans. C'est sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr qu'il va sortir maintenant. De toute façon, le projet est tellement avancé, tu vois. Enfin, c'est plus juste un truc. Autant Musk, il y a quand même des projets qui sont un peu restés dans les cartons. Et puis là, on sent que ça booste. Là, ça y va très très fort. Ça va très vite. Et puis en plus, il doit récupérer tellement de technologies des Tesla qu'il doit intégrer dans ce robot. C'est ça aussi qui est fort, c'est que les capteurs, en fait, il y a toute l'historique de Tesla, les batteries, les caméras, tous les algos de reconnaissance visuelle. Enfin, il y a plein de choses. Optimus. Franchement, pour Noël, si vous pouvez m'offrir ça, je voudrais bien. Ah ouais, moi aussi. Peut-être pas Noël 2023. Peut-être pas Noël 2024. Moi, je vais attendre quand même que les premiers essuient les plâtres. C'est ça. Que tu vois le robot qui va devoir, auquel tu demandes de t'apporter un verre de vin. Qui te file un coup de boule. Qui te met un coup de boule ou qui te renverse de la soupe sur les jambes. C'est pas bon. C'est pas terrible. Voilà, je vais attendre de voir quand même. Deuxième actu Tesla, cette fois-ci, c'est le Cybertruck. On le disait, tu es parti donc au Texas. Dans une usine pour découvrir en fait en avant-première le Cybertruck. Alors ça fait un moment qu'on l'a découvert, pas mal de vidéos ont circulé, Elon Musk l'avait présenté en keynote, etc. 4 ans déjà. Il y a 4 ans. Ça passe vite. Beaucoup de retard d'ailleurs sur le projet initial. Après ça a été dû au Covid, ça a été dû aux chaînes de production, mais il est enfin sorti, ce Cybertruck. Un ovni sur le marché. Ça c'est tes images. Ça c'est mes images, voilà. C'est un énorme pick-up, c'est presque 6 mètres de long, 2,40 m de large, enfin c'est énorme. 3 tonnes. Parfait pour le centre-ville. Aujourd'hui, sur le marché français, 3 tonnes, il faut presque un permis poids lourd. Mais regarde, c'est incroyable. Si c'était avec nous à la télé, mais par rapport à toi, qui est grand, tu es grand quand même. Pas immense, mais il est vraiment immense, le Cybertruck. Vraiment. En plus, là, tu peux choisir la hauteur de... Ouais, j'avais pas conscience, moi, avant de te voir à côté, effectivement. Parce que je me disais, c'est une grosse Tesla, mais en fait, non, effectivement, quand Cybertruck, il y a truck, mais c'est vraiment un truck, en fait. Et ce qui est encore plus imposant, c'est vraiment le côté design qui est très cubique, très longiligne. C'est de l'acier inoxydable. Donc en fait, c'est comme ce qu'on peut retrouver sur son smartphone, sauf que c'est sur une voiture et c'est recouvert tout autour et c'est par balle. Donc Tesla s'est amusé. C'est par balle. D'ailleurs, avec ces fameux robots, de faire une fausse vidéo où c'était des robots, les fameux Optimus, qui conduisaient le Cybertruck et d'autres qui prenaient des pistolets, qui tiraient dessus pour un peu mettre en valeur à la fois leur robot et à la fois leur Tesla. Enfin, c'est assez fou. Il est vraiment par balle parce que tu te souviens de la première démo où tu avais le côté. Il y en a un qui avait lancé une boule de pétanque. Parce que c'était prévu. C'est tellement résistant que vous allez voir. Une boule de pétanque. Enfin, c'était une boule en métal. C'est par balle sur la carrosserie en inoxydable. Le responsable vitre de Tesla se retrouve maintenant. Ah là, le mec qui avait fait le. Je sais pas où, mais il avait jeté une boule de pétanque et la vitre avait. Là, fallait rappeler Carglass. Là, parce que ah oui, là, c'était plus qu'une pièce de 2 €. Là, c'était vraiment un truc costaud quand même. Donc là, ils ont dû s'améliorer, j'imagine. Mais on vous offre des essuie-glaces avec. Alors ça va. Oui, pendant la conférence de lancement, parce que j'étais allé au Texas pour le lancement du Cybertruck aux États-Unis, puisqu'il est enfin sorti aux États-Unis, ils ont retenté l'expérience de lancer une boule sur les vitres, mais c'était pas une boule de pétanque, c'était une balle de baseball. Donc c'est beaucoup plus léger, mais ça résistait. Par contre, on voit là vraiment sur les images que ça résiste aux balles d'armes à feu, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que vraiment tout la partie marketing est vraiment à destination des Américains, quoi. C'est-à-dire que vraiment le truc, tu te retrouves avec des AK-47 à tirer sur une bagnole et tout. Mais t'imagines pas une campagne de pub on n'est pas tous visés et pour avoir une voiture, on va dire comme ça, renforcée, blindée, ça sert à rien. C'est bizarre comme démo marketing, je trouve. Ouais, je pense que c'est très américain. Je pense que ça renforce le côté un peu Mad Max du véhicule, tu vois. C'est vraiment le véhicule.
tu vois, du gars qui roule dans le désert, dans un monde dystopique, et voilà, on peut tirer dessus à tout moment, je sais pas, c'est assez étrange, quoi. Mais je crois que d'ailleurs, en Europe, il n'est pas homologué, hein, le Cybertruck. Pour l'instant, il n'est ni prévu, sauf qu'on peut l'acheter sur le site de Tesla France. Ouais. D'accord. Le site de Tesla France a été mis à jour en français. Mais Tesla aujourd'hui ne dit pas oui ou non s'il sortira, mais ils disent pas non. Parce que sur les crash tests, je crois qu'il passe pas. Il est beaucoup moins bon qu'une voiture classique pour les crash tests. Même les arêtes métalliques sont considérées dangereuses en fait. Qui est posé mes mains dessus, vraiment, c'est très pointu. C'est coupant quoi le machin. Même voilà, c'est coupant. Aux États-Unis, je me disais mais comment c'est possible ? Mais en France, ce sera impossible. Et c'est bizarre parce que j'imagine qu'elle a dû passer toutes les fourches codines de la sécurité américaine, cette voiture, je sais malgré pas si tout. c'est les mêmes que moins chez nous. exigeant aux États-Unis, je crois. Ah ouais, ils sont moins exigeants. Ouais, en France et en Europe, en tout cas, c'est beaucoup plus exigeant. Il n'y a pas de crash test avec les étoiles, etc., comme chez nous. Peut-être, je sais pas comment ça se passe. Ils ont fait beaucoup de démos. Ils nous ont montré d'ailleurs les voitures qui avaient été crashées dans les crash tests. Et elles étaient en 1000 morceaux, mais on voyait que l'habitacle intérieur était intact. Mais que l'extérieur avait vraiment pris des chocs. Alors toujours électrique, bien sûr. Électrique. Voilà. Toujours high-tech, toujours cet écran. Ultra high-tech. Il y a un écran principal qui est le plus grand de Tesla, 18,5 pouces, avec une toute nouvelle interface. On a la voiture qui est disposée comme si elle était sur Mars, où on peut ouvrir la benne à l'arrière. Wow. On a des prises électriques, des vraies prises derrière, pour pouvoir charger du 240 et du 120 volts. Et on peut, avec cette voiture, d'ailleurs, si jamais demain, chez vous, vous n'avez plus d'électricité, cette voiture pourra vous charger et vous alimenter votre chez vous pendant 3 jours. Ah ouais, tout simplement. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, cette voiture pourra vous alimenter. Pareil, si vous partez en camping, parce que Tesla vend aussi en accessoire à $2900 une tente à rajouter sur son Cybertruck pour pouvoir aller camper. C'est vraiment la voiture de l'American Way of Life. C'est vraiment, tu prends ta tente de camping, tu pars dans le désert ou dans les forêts, t'as peur de rien, on peut te tirer dessus. Tout va bien. C'est sûr que c'est pas la voiture pour se balader dans le centre de Paris, quoi. Tu vois, c'est pas exactement. Là, le centre de Paris, en fait, tu provoques un embouteillage monstre. Je pense que simplement en roulant. Hidalgo fait une crise cardiaque déjà. Quoi qu'elle est électrique. Mais elle passe pas les rues de Paris. Non, mais elle passe pas, c'est ça. 2,41 m de largeur, c'est pas possible. C'est quoi ça, le petit buggy là qu'on voit à côté ? C'est une mini quad pour les enfants que Tesla a sorti. Ça coûte 3 000 €, parce que celui-là est disponible en France. Après, ils ont sorti un mini Cybertruck. Trop mignon. Il n'est pas encore sorti. Là, on n'a pas encore d'informations, mais il ne pourrait pas tarder à sortir. Voilà, si vous êtes avec nous en audio, c'est un petit Cybertruck pour les enfants. Quoi. Comme à l'époque. Comme une petite voiture jouée, quoi. Je crois qu'ils avaient fait la même chose pour les modèles. Oui, ils avaient fait ça. Ouais. Et on a eu la chance en fait de découvrir toutes sortes de Cybertrucks, c'est-à-dire ça c'est un Cybertruck qu'on voit en image qui a fait un peu le sort de Paris-Dakar. C'est-à-dire de Dakar, de pouvoir aller dans le désert et de pouvoir avec des suspensions vraiment aller dans le sable. Et là, c'est les Cybertrucks qui ont fait tous les crash tests. Tous les crash tests, ouais. On voit que tout est intact en partie interne et surtout que l'avant a vraiment pris cher. Mais voilà, c'est l'avantage d'aller. Mais est-ce que c'est du tout-terrain ? Est-ce que par exemple ça franchit ? Oui, c'est une voiture. C'est du tout-terrain et il y a plein de vidéos comme un 4x4 quoi. Sortent. C'est un pick-up, c'est un 4x4. C'est 4 roues, 2 roues directrices à l'arrière et 2 roues normales devant. Il y a même un rayon de braquage qui est plus faible sur un Cybertruck qu'une Model S, alors que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Donc en fait, non, pour le coup, Tesla a bien fait la chose. Ils étaient attendus au tournant et ils ont bien réussi pour le coup à proposer un véhicule plus que complet. La démo qui était hyper impressionnante, je sais pas si on a vu des images derrière, là c'était avec la Porsche là. Ouais. Alors c'était pas du live ça pour le coup. C'était pas du live, c'était vraiment une vidéo. En fait, Tesla pour montrer la puissance du Cybertruck qui est vraiment très puissant, ils se sont dit on va mettre le Cybertruck et on va lui attacher une Porsche 911 et on va l'affronter à une Porsche 911. Sauf que le Cybertruck avec la Porsche 911 et aller plus vite. Que la Porsche 911. C'est vrai, la vidéo est hyper bien montée au démarrage et à l'arrivée. Sur la vidéo, en fait, ce que tu vois d'un côté le Cybertruck et de l'autre côté la Porsche, donc tu as l'impression que c'est une voiture contre l'autre, elles arrivent à peu près en même temps, et sauf qu'à un moment tu te rends compte que le Cybertruck tire une Porsche en plus. Donc tu as le poids du Cybertruck plus le poids de la Porsche et ils vont à la même vitesse avec la même puissance. C'est hyper bien, c'est hyper malin. Ils sont vraiment très forts en termes de marketing. Ils sont très forts. Vraiment. Après bon, je sais pas à qui ça pourrait servir d'avoir autant de puissance, mais en tous les cas, ça prouve que cette voiture est ultra puissante. On arrête là, on en garde sous le pied. Tu nous raconteras un petit peu les dessous de ce voyage et voilà comment fonctionne une usine un peu Tesla, ce que tu as vu. Et si tu as rencontré Elon Musk, tu vas nous dire ça. Ça sera dans la partie bonus de quoi je me mêle, exclusivement en audio. Je sais, on est dur, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. De temps en temps, on se fait un peu. C'est la petite pépite supplémentaire. La petite pépite supplémentaire, en effet, mon cher Anthony. Ça y est.
Un nouveau réseau social est arrivé, les amis, et il s'appelle Threads. Nos amis américains l'ont à leur disponibilité depuis plusieurs mois maintenant, depuis juillet dernier. Ça y est, Meta a décidé de le lancer. C'est arrivé donc ce jeudi en France. On peut le télécharger sur iPhone, mais aussi sur Android. Alors, pour tout vous dire, en étant totalement transparent, on enregistre cette émission le jeudi matin. Ce qui fait que... dans 1h30. Voilà, dans 1h30, l'appli est disponible. Mais je suis allé sur le site, il y avait un décompte. Et j'ai calculé, c'est à midi, en fait, quand on pourra la télécharger. On en sait déjà pas mal. On sait tout, en fait. On peut en parler. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est surtout... ce que ça a donné en fait ce réseau social, parce que ça a été lancé au mois de juillet et je sais pas si tu te souviens, mais quelques jours après, Zuckerberg avait donné des chiffres complètement déments, c'est-à-dire qu'il avait dit on a 100 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'en termes d'adoption, c'était le réseau social le plus rapide, c'était plus que TikTok, plus que Snapchat en rapidité d'adoption, quoi, si tu veux. Alors en sachant que Threads s'appuie sur Instagram, donc c'est quand même, voilà, quand c'était sur Instagram et qu'on te dit est-ce que tu veux avoir un compte sur Threads et qu'on te met tous tes contacts, forcément ça accélère un peu le processus. Oui, bien sûr. Mais quand lui-même est sur Facebook, Instagram. En plus, oui, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est l'écosystème Meta. L'écosystème Meta qui représente plusieurs milliards d'abonnés. Évidemment. Donc forcément, 100 millions en quelques heures ou quelques jours, c'est pas un gros exploit. Voilà. Et alors, d'autant que derrière, c'est vrai que la lame de fond s'est un petit peu épuisée aussi. C'est-à-dire que quand tu regardes Threads, c'est un peu Twitter en vrai, enfin X maintenant, c'est-à-dire que c'est un réseau social qui permet d'échanger des courts messages. Alors c'est pas 280 caractères, c'est 500, mais enfin c'est à peu près pareil, tu peux les liker, tu peux les reposter. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Un fil d'actualité. Donc il y a pas mal de similitudes. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence philosophique entre les deux. Ils ont créé ça pour concurrencer Twitter, hein, clairement. C'est que d'un côté, tu as Twitter qui est un réseau social avec une liberté d'expression quasi totale, avec tous les excès que ça peut donner. Après, voilà, on va dire c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est vrai que c'est devenu quand même Twitter, tu as vraiment à boire et à manger, quoi, clairement. Et Threads, à l'inverse de ça, se veut un réseau social beaucoup plus modéré, beaucoup plus policé. Ils ont une politique de track des fake news. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc, tu vois que, en fait, là, c'est le Twitter des Teletubbies, quoi. C'est pas mal, ouais, c'est ça, ouais, absolument. Je vois un peu ça comme ça. En fait, Zuckerberg, tu sens qu'il veut jouer le bon élève en disant, vous voyez, nous, c'est pas n'importe quoi. Chez nous, on sait se tenir, tu vois. Et en fait, c'est aussi, il essaye, en faisant ça, alors d'attirer des utilisateurs et d'attirer aussi, peut-être surtout, les annonceurs qui fuient aujourd'hui Twitter. Il y avait une guerre là, récemment. Je sais pas si tu as vu l'interview d'Elon Musk qui a dit face aux annonceurs qui se barrent, il a dit. Qu'ils aillent se faire foutre. Oui, voilà, en bon français, en anglais c'est fuck you, voilà, tout simplement. On peut le dire, hein. C'est les mots d'Elon Musk. Donc voilà, en gros là il y a du business à faire et donc Zuckerberg il va à fond. Je ne sais pas si vous avez l'intention, les amis, de vous inscrire sur Meta. Moi j'ai l'impression que j'ai déjà trop de réseaux sociaux et trop de temps sur les réseaux sociaux. Justement, vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de réseaux sociaux partout, tout le temps? Si, mais c'est déjà le cas. Donc, bien sûr. Encore, essayer de s'inscrire, de télécharger, d'utiliser d'autres réseaux sociaux qui sont vraiment pas nécessaires. Ouais, mais tu vois, tu pouvais te poser la même question quand TikTok est arrivé face à Instagram, et en fait, les deux cohabitent d'une certaine manière, quoi. Mais moi, ils font la même chose, quoi, globalement. En toute transparence, moi, je vais l'installer, ne serait-ce que pour expliquer un peu comment ça marche. Moi aussi. Mais après, l'utiliser au quotidien, on verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais. Évidemment, on compare ça à Twitter, enfin, nouvellement X. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que quand tu sais que Elon Musk et Zuckerberg se détestent, ça donne encore plus de saveur en fait à cet affrontement. Et tu as testé toi ou pas, Threads? Pas encore. Non. Je vais le télécharger à midi. Tu vas le télécharger? Bien sûr, pour tester. J'aimerais bien ne pas tout tester non plus parce qu'après tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Mais toi qui es très présent sur les réseaux, par exemple, tu es très présent sur Insta, sur YouTube, etc., sur Twitter aussi. Tu te dis que ça peut être aussi un vecteur supplémentaire d'attirer une nouvelle audience ou pas? Pourquoi pas? Parce que moi, je fais vraiment du contenu photo et vidéo. Et habituellement, ces photos et vidéos, c'est plus du TikTok, du Instagram. C'est moins X pour le coup. On parle plus, on écrit plus. Donc je pense que Threads, c'est un peu plus comme X. On écrit, on raconte quelque chose. C'est moins mon domaine. Donc je vais tester, voir ce que ça donne. Mais je sais pas. Là, pour le coup, je suis curieux, mais je sais pas. Allez, on va voir un peu comment tout ça évolue. On va télécharger et jeter un œil. Après, ce qui fera le succès aussi de cette appli, c'est les personnalités qu'on aime suivre. Si elles ne sont pas là, voilà. Les amis, il faut qu'on retrouve un peu l'écosystème qu'on a sur Twitter. Si tu t'inscris, tu vas faire venir du monde, François, c'est pour ça. Ouais, mais je suis même pas sûr que je te fasse venir en plus. Oh, bah si, quand même, attends. Si, je te suivrai, t'inquiète pas. C'est vrai? Ouais. Ah, d'accord, c'est gentil. Tous les réseaux. Je peux compter sur toi, Anthony, c'est cool. Tu me suivras sur tous les réseaux. Mais oui. C'est pas une belle déclaration, T'as vu ça quand même?
C'est beau. Voilà. Dans l'actu aussi, l'intelligence artificielle, il y a encore un cas incroyable, vertigineux, de ce que cette nouvelle technologie arrive à faire. Un JT, on est sur la chaîne Channel One, c'est une chaîne américaine qui a publié il y a quelques jours son premier journal télévisé fabriqué à partir d'une intelligence artificielle de A à Z. C'est hallucinant. Enfin, moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé là, cette semaine, et depuis même un certain temps, on va dire. Ce pilote, parce que c'est un pilote de JT qui a été publié donc, par cette chaîne américaine en ligne. Donc ça dure 21 minutes. Vraiment, alors si vous êtes en train de nous regarder, vous voyez les images. Pour les autres, vraiment, téléchargez-les ou allez voir un peu à quoi ça ressemble. Parce qu'en gros, on a ce qui ressemble à un JT tout à fait classique avec une présentatrice qui annonce les news, il y a des reportages qui s'enchaînent, politiques, économiques et des chroniqueurs, etc. Sauf que rien de ce que vous voyez et de ce que vous entendez n'est vrai. C'est-à-dire que tous les présentateurs ont été générés par de l'IA. Alors, soit vous avez deux cas de figure, soit c'est des présentateurs réels qu'on a clonés avec une IA. On prend François Sorel, on le modélise en 3D et on lui fait dire absolument ce qu'on veut. Ou alors, c'est des avatars virtuels qui ont été créés de A à Z en utilisant l'IA. Ce qu'ils disent, en fait, en gros, c'est ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT va chercher les news du jour, les hiérarchise, et ensuite, c'est régurgité par les présentateurs. Tu veux qu'on en écoute un extrait ? Oui, bien sûr, ouais. Alors attendez, là on va vous diffuser quelques secondes, parce que c'est très long, quelques secondes de ce JT. Alors si vous êtes avec nous en audio, vous n'entendrez évidemment que les voix, mais toutes les voix que vous allez entendre n'existent pas. Elles ont été générées par l'IA. Et si vous êtes en vidéo, la présentatrice qui est là, elle n'existe pas non plus. Écoutez et regardez. About the news powered by artificial intelligence. Today, you'll witness AI-generated stories and headlines, captivating visuals and data-driven insights. From global news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective. Alors, on va arrêter là. Moi, quand j'ai vu ça hier, j'ai mis la vidéo en plein écran et je me suis rapproché de l'écran pour voir si je voyais un quelconque défaut du visage de cette présentatrice qui n'existe pas, rappelons-le. J'ai pas vu de défaut, c'était bluffant. Ouais, c'est absolument dingue, et c'est encore plus dingue quand tu regardes la progression, parce que c'est une boîte moi, que je suis depuis quelques temps, et ils avaient présenté une première version il y a, je sais plus, 6 mois, et là, tu avais l'impression d'avoir des personnages de jeux vidéo. Tu voyais vraiment le trucage. Et là, la vitesse à laquelle ça va, aujourd'hui, vraiment, si on ne te le dit pas, c'est impossible de faire la différence. C'est spectaculaire, c'est-à-dire que tu as une synchronisation parfaite des lèvres avec ce qui est dit. Encore une fois, c'est du texte qui est généré par l'IA, et on fait bouger les lèvres en fonction de ça. Les mouvements des mains, du visage, il y a une fluidité et un naturel qui sont absolument dingues. Alors, je trouve que le résultat manque peut-être un peu de chaleur. Oui. Que c'est encore que c'est un peu aussi l'école américaine et anglo-saxonne de journalisme. C'est quand même hyper carré, tu vois. Oui, il n'y a pas beaucoup d'affect. Voilà, il y a moins d'affect et voilà. Donc c'est peut-être un tout petit peu froid encore, mais c'est super impressionnant. Non, mais c'est surtout c'est l'an zéro, quoi. C'est la préhistoire de tout ça. Donc dans quelques mois, quelques années, JB, on aura ça. Ça va être impressionnant. C'est hallucinant. Après, il faut voir si ça va prendre vraiment aux yeux du grand public qui s'attache parfois vraiment à des relations et des échanges en plateau et autres. Mais c'est sûr que c'est bluffant. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce qu'ils expliquent là, c'est une start-up américaine qui a créé ça. C'est un serial entrepreneur et un ancien producteur de télé, je crois. C'est qu'en fait, tu pourras même leur donner une personnalité à ces IA. C'est-à-dire, tu pourras choisir, par exemple, créer un éditorialiste de gauche et un éditorialiste de droite et les faire débattre l'un face à l'autre. Et je trouve que le concept est intéressant, mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, je suis pas sûr que... Je pense qu'il y aura une valeur intrinsèque à ce qui est humain. C'est-à-dire que je suis pas sûr que les gens se battent pour regarder des éditorialistes virtuels s'affronter. Je pense que ce qu'on cherche quand on regarde un programme télé, c'est aussi la tension palpable entre les êtres humains ou leur complicité ou leur convivialité. C'est ce truc qui est fondamentalement humain et qui, pour le coup, peut-être que je dis ça pour essayer de me rassurer aussi, parce que sinon on sera tous au chômage demain, mais je pense que c'est un truc que la machine va avoir du mal à remplacer. Après, le résultat est quand même complètement dingue. L'autre point, c'est qu'il faudra quand même toujours des humains, parce que là, tu as les présentateurs, très bien, mais ils lancent des reportages qui, eux, sont faits par des humains. On n'en voit pas encore des robots sur le terrain, donc il faut des reporters. Bientôt Optimus. Voilà, puis il y aura peut-être Optimus. Peut-être que c'est Optimus la prochaine fois qui ira en reportage chez Tesla pour et notre reporter Optimus 23 sur le plateau. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même des humains. Il faut aussi des humains pour vérifier l'info. Alors, parce que c'est pareil, parce que ChatGPT raconte pas mal de bêtises. Et puis, pour sortir les infos, il faut des enquêteurs, etc. Par contre, toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée. Tu vois, le journaliste aujourd'hui qui reprend des dépêches AFP, qui les régurgite
Qui n'apporte pas, on va dire, une analyse très poussée. C'est sûr que c'est quand même assez violent. Bon, écoutez, peut-être que dans quelques années, notre métier disparaîtra. À ce moment-là, on s'achètera un Cybertruck. L'option tente. Et on partira dans les Appalaches. On a 3 jours d'autonomie avec la batterie. On est bien. On pourra se faire un truc sympa. Un petit road trip pour repenser à la vie. Mais non, mais c'est complètement lié à ce qu'on disait avec les robots. Oui. Tu vois, c'est sur ce côté. Oui, effectivement. Enfin, d'abord, tous les secteurs vont être concernés par la robotisation, l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas de raison que celui du journalisme ne le soit pas. Mais il va falloir complètement repenser tous les métiers, tous les corps de métier. C'est hyper important de le faire maintenant parce que sinon, on va se faire dépasser. Très dans le futur dans cette émission-là aujourd'hui. Mais parce que c'est vrai que enfin, tout ça est vertigineux. Ça te donne envie de réfléchir au futur. Le sujet de l'intelligence artificielle, forcément, on a envie de se projeter. C'est clair. Mais moi, je pense à ton job, tu vois, youtubeur, qui te dit que demain, tu n'auras pas des chaînes entières de youtubeurs virtuels qui n'existent pas. Je suis sûr que ça existe déjà. Ça existe déjà et qui vont engranger des abonnés, qui vont devenir des concurrents de ce que tu fais. Et c'est intéressant de voir comment tout ça va évoluer, comment tu vas pouvoir te démarquer, parce que forcément, l'humain a un pouvoir d'adaptabilité qui est phénoménal. Donc, on arrivera toujours à trouver quelque chose, tu vois, mais ça va sans doute nous pousser dans nos derniers retranchements, peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire. On verra bien, en tout cas. Ouais. Non, mais c'est hyper, c'est vraiment passionnant, je trouve, ce sujet de l'IA appliquée à tous les métiers. Et je vous invite vraiment tous à aller regarder cette vidéo qui vraiment est assez vertigineuse. Vraiment, on va devoir repenser complètement notre place dans la société. Alors, il y a une remarque que j'entends souvent quand on parle comme ça des IA pour remplacer les journalistes. C'est qu'ils disent ce sera bien parce que comme ça, il y aura moins de biais idéologiques parce que les journalistes, ils sont jamais objectifs, etc. Je pense, alors vous avez le droit de le penser, mais je pense que c'est une illusion totale. C'est-à-dire que l'IA, elle est créée par des humains et donc les biais, vous les retrouvery d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, ok, vous aurez pas. Peut-être il y a des journalistes que vous aimez pas et vous les verrez plus à la télé, très bien. Mais je pense que il y aura une autre forme d'idéologie qui sera présente, clair. Très clairement. Autre sujet intéressant, un peu plus triste. C'est la fin d'un salon mythique du jeu vidéo qui, depuis quelques années, battait de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Covid aussi est passé par là et ça a été, on va dire, le coup près final. C'est le 3. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois, le 3. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un salon, mais incroyable, avec des milliers de joueurs, une ambiance de folie. C'était un salon où on faisait la fête, où tous les gamers se retrouvaient, tous les développeurs, les constructeurs de consoles étaient là aussi pour présenter souvent des nouveautés. C'était un salon à l'époque où Microsoft mouillait sa chemise pour présenter de nouvelles consoles, Sony, Nintendo, etc. Et puis petit à petit, un petit peu comme pas mal de salons, en fait, les marques ont voulu se désolidariser de ce rendez-vous-là pour créer leur propre événement à des endroits qu'ils choisissent dans l'année. C'est Nintendo qui a commencé, je crois, avec ses Nintendo Direct. Ouais. Ça a été le premier clou dans le cercueil, mais après, tous les autres ont continué sur dans la même veine, parce que aussi, ça coûtait très cher. Alors, je crois que les organisateurs du salon, je n'ai pas tous les détails, mais de ce que je lis, étaient quand même assez grippe-sous, en tout cas, voulaient pas vraiment baisser leur prix, alors que ça coûtait très très cher, c'est devenu compliqué. Effectivement, les constructeurs, c'est vrai dans le jeu vidéo, c'est vrai aussi sur les autres salons, on le voit aussi au CES et sur plein d'autres salons, de moins en moins, ils veulent participer et mettre des fortunes dans des stands gigantesques où ils vont être noyés au milieu de milliers d'autres stands parce qu'eux, ils veulent faire parler de leurs produits. Ils n'ont pas envie qu'on parle de tous les autres produits qui sont autour, donc ils préfèrent créer leur propre événement, même s'il y a un tout petit peu moins de hype. C'est dommage parce que, comme tu le disais, c'est la fin d'une époque. En fait, vraiment, c'était un rendez-vous marquant. Je veux dire, le 3, il y avait toujours ce côté un peu excitant. Au mois de juin, tu savais que tu allais avoir le rendez-vous, où tu allais avoir toutes les annonces en même temps, les nouvelles consoles, les nouveaux jeux. Alors, il y avait des éditions inégales. Tu en avais où c'était un peu décevant. Et puis d'autres, il y avait 10 000 trucs. Et tu disais, oh là là, mais on va avoir une année de folie. Et tu pouvais tester les gens en avant-première. C'est ça. Et c'était très... Voilà, et puis les cosplays, tu avais plein de gens qui étaient déguisés. En plus. Super ambiance. T'as connu, toi, ou pas, le 3 ? Une fois. En 2017, je crois. Donc, je pense que c'était un peu au prime, enfin, à l'ère un peu parfait de l'E3. C'était très cool. Pareil, il y avait plein de cosplays, il y avait plein de choses qui se passaient. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui à Paris avec la Paris Games Week. Finalement, c'était beaucoup plus grand l'E3, mais finalement, il n'y a aucune annonce réelle. Tout est déjà sorti, donc ça perdait en saveur. Comme dans les salons de la tech. On le voit, le MWC, il n'y a plus du tout d'annonces de smartphones sur place. Au CES, maintenant, on a plus d'annonces de voitures connectées que de produits tech.
Donc il y a vraiment un bouleversement qui est en train de se faire, où les annonces vraiment se font indépendantes de chaque salon, tout au long de l'année, mais sur tous les constructeurs et tous les domaines. Et oui, notre société est en train de changer, et c'est intéressant d'avoir ces marqueurs qui disparaissent. Bon, cela dit, les salons ont encore de bien belles années devant eux. Quand on voit la Paris Games Week a cartonné cette année à Paris, Vivatech a cartonné aussi. Le CES, j'ai l'impression que les chiffres là, que les organisateurs annoncent sont plutôt bons. Ouais. Donc, peut-être qu'il y aura moins de salons. Mais c'est quand même moins qu'il y a une époque, même le CES. Ça, quand même, mais tu as raison. Je pense qu'il y a aussi une réflexion sur est-ce que ça vaut la peine de faire venir des milliers de personnes de tout du monde, bien sûr, alors qu'on peut faire maintenant, après, tu vois, en visio. Alors, tu n'as pas la prise en main des produits, c'est vrai. Non, après, il y a toutes les préoccupations environnementales qui font que là, qui fait que je pense, en tout cas, il y a beaucoup de constructeurs qui ont cette réflexion-là aussi. Voilà. C'est clair. Mais comme le jeu s'est dématérialisé, en fait, les événements se sont aussi dématérialisés. Bien sûr. De la même manière. En fait. Aujourd'hui, tu vois, alors ça n'a pas la même saveur, mais bon, la démo, tu la vois sur un écran, ou tu la vois, ou tu fais le voyage pour aller à l'autre bout du monde pour la voir sur un écran. En fait, ça change pas grand-chose, tu vois. Donc bon. Messieurs, merci. Alors, JB et Anthony, vous restez là parce que juste après Christophe Joly, ce sera notre module bonus. Et notre module bonus va nous emmener avec JB au Texas. On a plein de questions à te poser. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé ton voyage. On est très jaloux. Cybertruck, c'est vrai, on est très jaloux, vraiment. Et tu nous diras aussi si tu l'as testé et si tu as vu Elon Musk. À tout de suite, mais auparavant, Christophe Joly sera là. On va s'intéresser à une petite sélection des fails de la tech. Et oui, parce que nos géants américains ont eu quelques réussites, mais pas mal de défaites aussi et d'échecs. On en parle avec Christophe dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.